Dans ce coin de Savoie, l'érosion, favorisée par une formation géologique hétérogène, a creusé des vallées profondes, coupant des verrous qui forment des plans favorables à la création de retenues. Pour régulariser l'ensemble du cours de l'Isère et aménager son bassin versant, il était indispensable de créer une retenue importante en tête de l'équipement le plus haut possible. À 1650 mètres d'altitude, la plaine de Tignes, par sa configuration et son verrou de quartzite, permettait de construire un grand barrage fermant une cuvette spacieuse. Dans ce cirque de montagnes de près de 4000 mètres d'altitude, la vallée concentre sur elle les eaux de ruissellement et celles abondantes de fonte des glaciers. Du Plan, du Clou, des Balmes, du Mont-Pourri, de la Grande Casse, de la Grande Motte, du lac, les eaux convergent vers un même lieu, la cuvette de Tignes. Chargée par l'électricité de France de la construction du barrage de Tignes, l'entreprise industrielle choisit pour base le petit village des Brévières. Près du vieux clocher, au milieu des maisons vétustes, s'installa une cité moderne avec son organisation humaine, foyer, infirmerie, salle de distraction pour le personnel, cantine. Des bureaux de l'entreprise, la sirène ponctue le travail. Un tableau des avancements précise les moyennes de production, des records. Avec les bureaux de l'entreprise, on trouve aux Brévières, en aval du barrage, les garages, les magasins de stockage, les ateliers de réparation, les parcs à matériel et la centrale de pied de barrage avec sa conduite forcée de 1175 mètres de longueur. 3 alternateurs, de chacun 36 000 kVA, y produiront annuellement en moyenne 160 millions de kilowattheures. Arc-bouté sur ses appuis, le barrage verrouille maintenant la cuvette de Tignes, tout proche de ses côtes définitives, 181 mètres de haut, 295 mètres de longueur de crête entre les culées, 640 000 mètres cubes de béton. Le béton est mis en place et pervibré à une cadence supérieure à 2000 mètres cubes de moyenne journalière, moyenne calculée sur 2 saisons de bétonnage, avec des pointes de 4000 et 4500 mètres cubes qui constituent actuellement le record européen. Avant d'arriver aux bétonnières de l'usine à béton pour y être malaxés, les agrégats et le ciment empruntent des parcours différents.
Le ciment, longeant la vallée, vient par téléphérique de Bourg-Saint-Maurice. Le ciment est amené par train entier, stocké dans des silos de 4000 tonnes. Repris à leur base, il est versé dans les bennes d'un téléphérique. Sur le parcours, les bennes surplombent l'usine de Malgovert. L'eau, amenée par 2 conduites forcées, alimentera cette seconde centrale sous une chute de 750 mètres. 4 alternateurs de chacun 80 000 kVA, entraînés par 4 turbines doubles Pelton de chacune 105 000 chevaux, produiront annuellement en moyenne 630 millions de kWh. Pour assurer un débit de 35 tonnes heure, 550 bennes fermées empruntant un téléphérique monocable font le circuit sur la distance de 21 km qui sépare Bourg-Saint-Maurice du barrage. Traversant la vallée, les bennes parcourant le premier tronçon de 9 km quittent le balcon de la Tarentaise pour aboutir au Miroir, station d'angle intermédiaire. Le deuxième et dernier tronçon de 12 km les conduira au plateau des Boisses, au-dessus du barrage. Après un voyage de 21 km, la benne arrive à la station supérieure des Boisses pour déverser son ciment dans un des 6 compartiments des silos de 4000 tonnes. Accrochée à nouveau au monocable, la benne reprend sa ronde vers la vallée. Des silos de 4000 tonnes, le ciment est refoulé par pompe Fuller dans le silo central de l'usine à béton, tout en haut de la tour Johnson, pour y rejoindre l'agrégat. Dans la région proche de Tignes et du plateau des Boisses, l'altitude varie de 1800 à 3800 mètres. Un choix s'imposait pour l'extraction des matériaux nécessaires à la préparation des agrégats. En raison de son affleurement calcaire, la région du bois de la Laie, située à 3 km en amont du barrage, a été choisie pour y exploiter la carrière. Une route de 1 km a été taillée dans le rocher à l'altitude de 1800 mètres pour en permettre l'exploitation. La carrière de la Laie est constituée de calcaire dur, en bancs horizontaux assez tourmentés, que l'on extrait par mine profonde et grand sautage.
Des pelles diesel chargent les matériaux dans des camions bennes Euclide de 15 tonnes en vue de leur transport au concasseur primaire. Deux pelles PH type 1055 à godet de 2300 litres assurent le débit adopté de 400 tonnes heure. Les chargements se font suivant la position des déblais après le tir et en fonction du regroupement des éléments épars remis en tas par les bulldozers. Certains blocs dépassant le calibrage prévu sont repris et groupés en un chantier pour un pétardage futur. Les marteaux à main perforent les blocs à pétarder. En raison du débit moyen d'extraction demandé, la carrière ne peut pas attendre le chargement des derniers déblais pour préparer un nouveau sautage. Deux sondeuses Bucyrus du type 29T, automotrices sur chenille, creusent jour et nuit les trous de mine. Se déplaçant à la demande, travaillant parfois très près de la crête du front de taille, les sondeuses à trépan permettent de forer des trous de 240 mm de diamètre. À chaque levée du bras de sondeuse, la masse tige de 1250 kg retombe et son trépan attaque le rocher. Après arrosage, un tube à clapet permet l'évacuation sous forme de boue des débris rocheux accumulés au fond par le travail du trépan. Dans la carrière vide, camions et pelles ont ralenti leur activité. Par contre, sur la crête de la carrière règne une singulière animation. Un grand sautage se prépare. Le sable nécessaire au bourrage est amené à pied d'œuvre par Caterpillar. Les caisses de dynamite sont déjà réparties en fonction des charges à réaliser. Protégé par son chapeau, chaque trou attend sa charge particulière. La charge de chaque trou de mine varie suivant sa position par rapport au front de taille et suivant son éloignement des trous voisins. Un plan préparé à l'avance précise la position des charges et l'emplacement des bourrages de sable. Par précaution, les caisses d'explosifs sont ouvertes à l'aide d'un coin et d'un maillet en bois. D'autre part, l'artificier déroule ses cordeaux détonnants lestés de cartouches amorces. Les cordeaux sont alors fixés, leur tension contrôlée. Les explosifs sont ensuite déversés en vrac. L'introduction et le tassage sont facilités par un empaquetage de forme spéciale. Les bourrages successifs sont contrôlés avec grand soin.
La répartition des explosifs dans les parties compactes et les bourrages intermédiaires réglant la fragmentation de la masse rocheuse. Le dernier bourrage terminé, les cordeaux détonants sont affranchis et l'équipe passe au chargement du trou suivant. Pendant les derniers préparatifs, les pelles se retirent, la carrière se vide. Les équipes de sécurité condamnent les accès dans la zone possible de projections accidentelles. Déjà, les pelles sont à pied d'œuvre. Les ingénieurs constatent les résultats du sautage et la qualité du fractionnement. Un tas de 80 à 100 000 tonnes s'offre à nouveau au chargement qui reprend son rythme régulier. Les camions se dirigent vers le concassage primaire et la station de départ des agrégats. Le concasseur primaire giratoire Alice Chalmers de 42 pouces réduit la dimension des plus gros éléments à 250 mm environ. Son débit horaire peut atteindre 700 tonnes. À la sortie du concasseur, les matériaux sont repris par un tapis transporteur et répartis dans les silos de la station de chargement d'un téléphérique double. La benne, en arrivant, quitte le câble tracteur. Les bennes chargées reprennent leur circuit. Deux téléphériques bicâbles débitent en parallèle 200 tonnes-heure chacun, soit 400 tonnes-heure au total. Attachés à leur pylône, les deux circuits de benne fonctionnent en toute indépendance sur un parcours de 2200 mètres séparant la carrière de la station d'arrivée du plateau des Boisses. Les bennes sont freinées, reprises par une chaîne à ergot, conduites au-dessus de la trémie, culbutées automatiquement.
Sous la trémie, les matériaux sont repris par 2 distributeurs et 2 tapis. Ils sont acheminés vers 2 chaînes de criblage parallèles et symétriques de 200 tonnes heure chacune. À la sortie du bâtiment de criblage, les agrégats empruntent 2 tapis indépendants et parallèles qui prolongent les 2 chaînes de concage vers le stockage. Le bâtiment de stockage des agrégats peut contenir de 12 à 15 000 mètres cubes de matériaux classés. Dans les couloirs du bâtiment de stockage, des distributeurs et des extracteurs à tablier métallique alimentent les tapis de 900 mm qui montent vers la tour à béton, point d'aboutissement des 2 circuits parallèles, assurant par leur indépendance la sécurité d'exploitation. Dans l'usine à béton, l'agrégat, le ciment et l'eau de malaxage sont dosés par pesage automatique depuis un pupitre central qui contrôle et enregistre les opérations. L'usine à béton, entièrement automatique, assure une production de 210 mètres cubes de béton à l'heure, soit 3 mètres cubes 5 à la minute. Pour évacuer ces 3 mètres cubes 5 à la minute, un réseau de voies normales en rail lourd, formant un circuit complet, a été établi. Tiré par des tracteurs diesel électriques de 80 chevaux, des plateformes aménagées avec 4 berceaux portent des bennes d'une capacité unitaire de 8 mètres cubes en eau, soit 6 mètres cubes 300 de béton mis en place. La plateforme, avec ses bennes chargées, chacune pesant 20 tonnes, est dirigée vers les Blondins. Sur le barrage, tout est mis en œuvre pour recevoir le béton. Selon son état d'avancement, chaque plot offre un aspect différent. On maintient l'humidification du béton pendant sa prise, sur le plot par un arrosage continu par pulvérisation, sur les parements par rampe d'arrosage. À côté, les coffrages glissants sont relevés de 1,50 m en vue d'un prochain bétonnage. On remonte tout un parement de plot à la fois, à l'aide de petits trépieds équipés de treuils à main. L'opération de levage proprement dite ne demande que quelques minutes. Le coffrage remonté permet une nouvelle levée de béton de 1,50 m. Sur le parement amont du barrage, des feuilles de cuivre, brasées entre elles, sont noyées dans le béton et forment joint d'étanchéité entre les plots. Le coffrage remonté est décapé à la brosse pneumatique. Toute trace de béton adhérent est nettoyée. La surface est prête à être enduite par pulvérisation d'une huile de démoulage, opération indispensable pour obtenir un bon décollage des coffrages au moment de leur levée. Les boulons de fixation des coffrages glissants sont munis d'un écrou spécial qui restera au démontage dans le massif de béton.
Sur le parement aval et en dehors du plot, des clarinettes de distribution sont fixées sur les canalisations d'air comprimé et d'eau. Avant tout bétonnage, on décape 2 fois, à l'aide d'air et d'eau sous pression, la surface de reprise du béton. Une première fois, quelques heures après la mise en place, pour enlever toute la laitance remontée à la surface par la pervibration. Une seconde fois, avant le nouveau bétonnage, pour éliminer les pierres non encastrées. Contrôlé dans sa fabrication, le béton l'est à nouveau 72 heures après sa mise en place, lorsqu'il a fait sa prise, avant le bétonnage d'une nouvelle levée. La réception du plot, prêt à être bétonné, est faite contradictoirement avec le maître de l'œuvre. Le chef d'équipe appelle le dispatching. Prêt sur ST, envoyez le mortier. Les bennes sont amenées au pied des tours mobiles des Blondins pour leur transport sur les plots du barrage. Les pylônes mobiles se déplacent sur rail. Les pylônes des 2 Blondins de 20 tonnes, 35 mètres de hauteur, charpente de 160 tonnes, contrepoids de 350 tonnes, manœuvrent sur la même voie pour leur déplacement latéral. Le pylône du Blondin de 10 tonnes, plus haut de 13 mètres, emprunte isolément une voie parallèle. Spécialement réservé à la mise en place des coffrages et du matériel, il peut chevaucher les Blondins de 20 tonnes en action. Un dispositif de verrouillage automatique empêche les fausses manœuvres. Cette mobilité permet d'axer avec précision et sécurité la descente des bennes ou du matériel sur le barrage, apportant plus de souplesse dans les opérations de mise en place du béton. Avant toute opération de bétonnage, un coulis de mortier garantit la bonne reprise du béton d'une couche à l'autre. Le mortier est répandu à la pelle et au balai sur toute la surface à bétonner. Après le mortier, le bétonnage normal prend sa cadence. À bord de sa tour mobile, isolé dans sa cabine, le conducteur de Blondin assure la manœuvre. À 6 mètres par seconde, la benne s'éloigne de la rive et sa manœuvre est prise en charge par le radio de plot. Le radio de plot arrête la benne à la verticale de son point de déversement et commande la descente. Stop, c'est bien, descends. Manœuvrée avec précision sur les indications du radio, la benne atterrit sur le plot en cours de bétonnage, au point exact où le chef d'équipe du plot désire son vidage. Allô, monte.
Descends. Quarante, 30, 20, 10, 5, stop. Translation sur les bréviaires. Stop. Descends. Allô, monte. Le béton mis en œuvre est un béton à granulométrie discontinue contenant 50% en poids de gros agrégats 120-250. À chaque circuit, les bennes passent au nettoyage. Si c'est nécessaire, leur surface sera décapée au jet de sable, passée ensuite à l'huile bouillante. L'ingénieur responsable du travail fait le point et donne ses instructions. Sur le barrage, où l'altitude ne permet de bétonner que pendant 140 jours par an, c'est la relève des équipes qui poursuivent le travail jour et nuit. Malgré l'altitude, qui limite le bétonnage à 140 jours par an, près de 600 000 mètres cubes de béton ont été mis en place à Tignes au cours des 2 saisons de bétonnage, 1951 et 1952. Pendant la campagne 1952, 27 journées ont vu mettre en œuvre chacune plus de 2500 mètres cubes de béton. 11 journées, plus de 3000 mètres cubes, 4 journées, plus de 3500 mètres cubes, 2 journées, plus de 4000 mètres cubes. Le chiffre de 4533 mètres cubes a été atteint. Il constitue actuellement le record européen et le record mondial de mise en place de béton avec 2 blondins de 20 tonnes.